en sociologie à l'EHESS ainsi qu'à l'IFPO. Elle travaille autour des thématiques liées au genre, à la racialisation, à l'islam et au Moyen-Orient. Ses recherches de thèse portent actuellement sur le mouvement des femmes en Irak, dans l'Irak post-2003, sur l'histoire des femmes irakiennes, ainsi que plus globalement sur les questions de genre, de nation et de religion dans l'Irak contemporain. J'ai eu récemment l'honneur, avec mes camarades des éditions La Fabrique, de faire paraître un ouvrage qu'elle a coordonné de bout en bout et qui s'intitule Féminisme islamique, et pour encore faire de la retap pour La Fabrique, mais surtout pour certains titres du catalogue, dont celui qu'a évoqué en introduction le livre d'entretien Capucine, qui s'appelle Les filles voient les parles, qui, je ne vous en fais pas uniquement la retap parce qu'il est publié aux éditions La Fabrique, mais surtout parce qu'il permet d'écouter celles qu'on n'a pas voulu entendre, et que c'est un livre qui est passé inaperçu, alors qu'à mon avis il recèle un certain nombre de points précieux. Je laisse donc la parole à Zara et je la remercie d'être là. Merci beaucoup. Alors, je vais me tenir, en fait j'aurais pu, suite aux interventions et surtout à la vôtre, en fait, parler un peu plus de mes recherches de thèse sur le mouvement des femmes en Irak, parce que c'est vraiment lié à tout ce que vous disiez, mais je vais m'en tenir quand même à mon intervention, où j'insiste beaucoup plus sur la dimension religieuse, en fait, et sur quelque chose qui est proche, en fait, de ce que je présente dans cet ouvrage Féminisme islamique. Donc, pour ce qui est de la thématique religion et émancipation, il y a aujourd'hui cette idée, cette évidence pour le sens commun, notamment en France, que toute lutte et tout engagement pour l'émancipation passerait nécessairement par une mise à distance du religieux, une désacralisation des normes religieuses. Donc la sécularisation, elle signifierait moins de religieux pour plus de... Alors on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas vraiment exactement en fait. Mais moins c'est religieux, plus ça paraît proche d'un projet d'émancipation qui serait impulsé donc par une modernisation qui serait censée placer la raison, avec un grand R au-dessus de tout. Donc l'islam paraît aujourd'hui comme la religion la plus éloignée de l'idée d'émancipation des femmes, voire d'émancipation tout court. Dans la mesure où, d'une part, alors l'islam serait donc la religion patriarcale par excellence, donc pour beaucoup il y a une oppression patriarcale musulmane qui serait spécifique. D'autre part, l'islam serait une religion qui serait totalisante, donc certains aimeraient dire totalitaire. C'est-à-dire que le cadre religieux musulman serait un cadre qui ne distinguerait pas les espaces du religieux et du politique, et qui imposerait à tout musulman de privilégier, donc un terme qu'on entend souvent, la charia, les lois de Dieu, donc la loi de Dieu, sur les lois des hommes, et donc il y aurait antinomie entre sécularisation et islam. Donc il faudrait se demander qu'est-ce qu'on entend déjà par sécularisation, qu'est-ce que signifie projet d'émancipation. Et là, on doit, dans toute discussion qui concerne l'islam, l'émancipation des femmes, l'islam versus modernité, l'islam versus laïcité, etc., commencer par décoloniser et désessentialiser notre lecture à la fois du féminisme, mais aussi de la modernité, de la laïcité, etc., et de l'islam. Donc il faut rappeler, en guise d'introduction, que le procès de sécularisation ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Donc le terme de laïcité, par exemple, n'a pas son équivalent en langue arabe. Et comme le dit très justement un intellectuel irakien qui s'appelle Sami Zoubeida, la sécularisation dans les sociétés moyen-orientales a certes signifié une distinction et une séparation structurelle et institutionnelle des sphères sociales de la religion et de ses autorités, c'est-à-dire que la société n'est plus dirigée institutionnellement par le religieux, on ne parle plus selon les lois de Dieu, mais cela ne signifie pas nécessairement une diminution ou une faiblesse de la pratique ou de la croyance religieuse. Les individus peuvent rester religieux tout en vivant dans un cadre qui n'est pas structuré par le religieux, et c'est le cas dans la plupart des sociétés moyen-orientales aujourd'hui. Donc le féminisme, la sécularisation aussi, a été une expérience qui a été coloniale pour les sociétés arabes et musulmanes. Et c'est à partir de la période coloniale, et surtout pour justifier l'ambition coloniale, qu'il y a eu cette construction de l'autre musulman, archaïque, patriarcal, obscurantiste, donc face à évidemment cet Occident qui serait le modèle par excellence de modernité et de progrès. Et pour illustrer mon propos, il y a donc les recherches de Leila Ahmed qu'elle a publiées récemment dans un ouvrage qui s'appelle A Quiet Revolution, où elle montre justement qu'à la fin du 19e siècle, par exemple en Égypte, alors que la majorité des femmes portaient donc un voile traditionnel, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, seul le voile musulman va être désigné donc par le colon comme symbole par excellence de l'oppression des femmes. Et donc cette définition du voile comme liée au patriarcat musulman, elle va évidemment influencer la nature des processus de voilement et de revoilement par la suite dans les sociétés musulmanes. Donc pour dépasser la binarité de ces oppositions et pour les comprendre, pour mieux les déconstruire,
il me semble que parler des féminismes islamiques en tant qu'outil et concept intellectuel, mais aussi en tant que mouvement transnational, est intéressant. Donc pourquoi? Parce qu'à mon sens, donc c'est comme ça que je le présente dans cet ouvrage, ça nous permet de décoloniser, de désessentialiser... excusez-moi. Oui, c'est bon. Désessentialiser l'islam. Donc, qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Qu'est-ce qu'on entend par islam? Et on se rend très vite compte qu'il faut parler au pluriel. Donc, il y a bien des féminismes, il y a bien des manières très différentes d'appréhender et de vivre l'islam. Donc, parce que la vision coloniale de l'islam, c'est aussi de lui faire perdre son hétérogénéité, la complexité de ses réalités. Tout comme l'approche essentialiste, je dirais, du féminisme, c'est aussi le réduire à une modalité unique d'émancipation. Donc pour commencer, il faut rentrer dans la manière dont le féminisme, l'égalité et la question de l'émancipation est posée à l'intérieur du cadre religieux musulman. Donc il s'agit de comprendre comment les choses se pensent, comment elles se posent, selon quel processus et quelles modalités les questions se formulent, dans des contextes où l'islam est un référent à la fois spirituel, mais aussi culturel et identitaire majeur. Donc, pour faire assez vite, donc on va dire dans la présentation de ce qu'est le ou les féminismes islamiques, pour ce qui est de sa formulation moderne, on peut considérer qu'il y a bien eu des féminismes qui seraient endogènes, qui ont été endogènes aux sociétés musulmanes, tout d'abord en tant que mouvement intellectuel réformiste musulman qui a émergé à la fin du XIXe siècle. Donc on a des figures comme Jamal ad-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, etc., qui ont aussi parlé de la question des femmes. Et qui ont parlé de cette idée d'utiliser un outil qui est juridique, qui est l'outil de l'ijtihad, qui permettrait de penser, de repenser la religion musulmane par rapport au contexte. Et donc, à la faveur de ce féminisme musulman, et bien qui va être aussi influencé par les idées occidentales, le féminisme tel qu'il s'est exprimé dans les sociétés musulmanes n'a pas succédé, il a encore moins suivi le féminisme européen, mais il est né au même moment. Et il s'est exprimé à travers une posture anticoloniale et nationaliste. Donc le cas de l'Égypte, il est bien connu, on connaît les travaux de Margot Badran qui montrent justement que ce qui paraît être, je dirais, d'un premier abord comme un féminisme séculier, c'est aussi nourri de la pensée réformiste musulmane et c'est appuyé des productions des penseuses et des penseurs réformistes musulmans pour donc, défendre l'égalité à l'intérieur du cadre religieux musulman. Plus récemment, alors je reprendrai l'expression de Ziba Mer-Husseini, qui est une penseuse féministe musulmane iranienne, qui décrit le féminisme islamique comme l'enfant illégitime de l'islamisme. Parce que dans le courant des années 70, on va voir apparaître dans les sociétés majoritairement musulmanes de nouvelles figures féminines qui sont souvent proches de la militance islamiste, qui vont développer de nouvelles pratiques et des nouveaux discours sur les femmes en plaçant le référent religieux au premier plan dans leur défense d'une identité féminine musulmane. C'est-à-dire que finalement, à mesure que l'islam politique va prendre de l'ampleur, et finalement à mesure que que le religieux émerge dans le politique, il va y avoir cette possibilité de critique, je dirais, religieuse, des inégalités, du patriarcat et de la domination masculine qui va être exprimée par des femmes qui ont plutôt un profil de militantes islamistes. Et donc il y a deux phénomènes globalement, il y a l'élévation du niveau d'éducation et donc cet islamisme qui sera un terreau favorable, contrairement à ce qu'on peut croire, donc à l'émergence de cette critique à l'intérieur du cadre religieux musulman. Il y a donc ce phénomène, il va s'accentuer dans les années 80-90 et il y aura ce que, par exemple, la sociologue Niloufer Guelleh appelle le moderne mahram, ça veut dire des figures musulmanes qui vont allier une pratique orthodoxe de l'islam à une modernité affichée. Et donc il va se produire un passage d'un discours féminin de défense de l'islam à un discours féministe à l'intérieur de l'islam. Et donc on voit ce phénomène-là donc au Maghreb, donc au Moyen-Orient, en Iran, et aussi dans les sociétés, dans les communautés musulmanes à l'intérieur des sociétés occidentales, en Europe et aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est du contexte récent des révolutions arabes, certains observateurs ont considéré que ces mouvements de protestation, dans leur remise en cause de l'autoritarisme et aussi leur remise en cause de l'islam de pouvoir, ont aussi impulsé quelque chose qui serait proche d'une critique féministe à l'intérieur du cadre religieux musulman. Moi, je pense que c'est encore une question, parce que bon, on a vu aussi que la mobilisation massive des femmes n'a pas forcément
eu des conséquences sur le plan de la représentativité politique, et aussi on sait, et ça on l'a vu dans les années 50-60, quand les femmes avaient participé massivement au mouvement nationaliste et anti-impérialiste, ça s'est pas nécessairement conclu par une égalité juridique, puisqu'on en est à peu près au même stade depuis les années 70. Bon, je prends le cas de l'Irak par exemple, en ce qui concerne le code du statut personnel, qui d'ailleurs a été remise en cause depuis la chute du régime, donc depuis l'écriture de la nouvelle constitution en Irak en 2005. Pour ce qui est je dirais, de sa formulation plus donc actuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de féminisme islamique, alors donc les femmes qui ont contribué à la démocratisation de ce concept, tel qu'il est apparu depuis les années 90, c'est des femmes qui sont pour la plupart engagées dans des réseaux intellectuels et militants, cherchant à lier la réflexion sur les questions de genre en islam à un engagement social pour améliorer leur statut et plus largement lutter contre les discriminations que subissent les femmes musulmanes. Et donc, ce féminisme islamique qui émerge s'inscrit dans la continuité de la pensée réformiste musulmane, qui appelle donc à un retour aux sources de l'islam, donc Coran et tradition prophétique, afin de le débarrasser des lectures et interprétations sexistes qui, pour donc les féministes musulmanes, trahissent l'essence libératrice du message de la révélation coranique. Alors, pour ceux qui étaient là justement hier soir, qui ont entendu l'intervention d'hier soir, il y a vraiment ce travail autour des textes sacrés qui est fondamental pour les féministes musulmanes, et cette distinction entre ce qui est ce qu'on appelle donc le fiqh, la jurisprudence islamique, et sharia, donc sharia encore une fois, la sharia, c'est un mot qu'on entend partout, et ce qui est défini par les féministes musulmanes, et les réformistes musulmans utilisent le terme sharia de manière complètement différente que la manière dont il est mobilisé par l'islam politique, à savoir que la sharia représenterait les principes supérieurs. Et l'égalité et la justice sont des principes supérieurs, et le fiqh, donc la jurisprudence islamique, devrait donc utiliser, je dirais, est orientée par ces principes supérieurs. Donc à partir du moment où la jurisprudence musulmane est en contradiction, je parle par exemple de la question de l'héritage, de la question de la polygamie, etc., avec ces principes supérieurs de justice et d'égalité, il y a nécessité, voire obligation, pour rester fidèle donc, au message de la révélation coranique, à relire la jurisprudence musulmane. Donc c'est ça en gros le discours fondamental et la réforme fondamentale qu'introduisent les féministes musulmanes. Et donc, il y a donc à travers ce croisement entre champ féministe et champ islamique, le féminisme musulman introduit des remises en question fondamentales. Du champ féministe, il remet en question la domination du modèle occidental, colonial et néocolonial, qui se serait imposé comme l'unique voie de libération et d'émancipation, ainsi que l'idée que le féminisme serait antinomique au religieux et imposerait nécessairement une mise à distance du religieux. Du champ islamique, il questionne tout un pan de la jurisprudence musulmane, élaboré à partir d'un point de vue masculin et sexiste. Les féministes musulmanes dénoncent la marginalisation du rôle et de la place des femmes dans l'historiographie musulmane classique et l'appropriation du savoir et de l'autorité religieuse par les hommes donc à travers l'histoire. Globalement, le mouvement féministe musulman a concentré son travail sur la question de la relecture donc des textes religieux, ce qu'on appelle les tafasir, en fait, les textes d'exégèse et les commentaires coraniques. Donc pour faire vite, la production d'un savoir nouveau à travers la réécriture de l'histoire des femmes, la réhabilitation de leur place et de leur rôle dans l'historiographie musulmane, ainsi qu'un travail de révision de l'histoire islamique d'un point de vue féminin et féministe, et l'élaboration d'une pensée féminine et féministe, musulmane globale, qui serait axée, et là aussi pour ceux qui étaient là hier soir, sur ce principe du tawhid. Donc le tawhid, c'est le monothéisme musulman. Donc l'idée, en fait, c'est de partir de cette idée, à savoir qu'il n'y aurait qu'un Dieu, et donc que tous les êtres vivants, hommes et femmes, seraient des créatures d'un Dieu unique, et donc que la domination, que l'autorité n'appartient qu'à Dieu. Et donc face à Dieu, il y aurait égalité, et la seule et unique variable qui pourrait distinguer les êtres humains, c'est la variable de la piété, du fait d'œuvrer pour le bien, etc. Donc à travers ça, à travers cette idée, il y a toute, je dirais, une philosophie, une perception nouvelle de l'égalité. Donc sur le plan de ce qu'on pourrait appeler un activisme national et transnational, les féministes musulmanes ont axé leur travail. Donc je pense par exemple au réseau Sisters in Islam, qui a beaucoup travaillé donc en Malaisie autour d'une action d'information des femmes musulmanes quant à leurs droits. Il y a le réseau Moussawa aussi, qui travaille à la réforme de la question des statuts personnels. Là, il y a le réseau Karam aussi aux États-Unis, il y a le GERFI qui a été notamment impulsé par la féministe musulmane marocaine Esma Lamrabat.
Le féminisme musulman a aussi montré une porosité des frontières entre militance laïque et militance dite islamiste, dans la mesure où son élaboration ne repose pas sur des recherches et des travaux qui sont strictement religieux. Ce qui est nouveau, je dirais, c'est qu'on a aujourd'hui en fait deux types de littérature qui s'ignoraient complètement, voire je dirais se concevaient et se vivaient comme étant antinomiques, à savoir une littérature sur les femmes qui est produite à l'intérieur de l'orthodoxie musulmane et une littérature donc, sur les questions de genre qui est produite notamment donc, par des chercheuses en sciences sociales. Et là, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez historique, c'est-à-dire il y a une espèce de croisement entre ces deux types de littérature, et on voit que les féministes musulmanes vont utiliser à la fois toute cette production intellectuelle, des sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, etc., et en fait, aussi le domaine des gender studies, et vont l'appliquer à une réflexion autour de la jurisprudence musulmane, et donc à l'intérieur du cadre religieux musulman. Donc ça, alors je ne sais pas combien de temps il me reste, mais bon, ça va. Donc il y a une question qui est absolument fondamentale, et pour comprendre aussi cette dynamique du féminisme islamique, il faut comprendre donc ce rapport au texte sacré. Il y a, et c'est pour ça que je parle de féminisme islamique au pluriel, aussi en termes de stratégie, c'est-à-dire des femmes qui utiliseraient le féminisme islamique, qui sont des femmes qui ne sont pas particulièrement religieuses, mais qui, parce qu'elles constatent que dans la société dans laquelle elles vivent, le religieux est un référent majeur, elles vont utiliser toute cette réflexion développée par les réformistes musulmans pour défendre l'égalité, ou alors des femmes qui sont vraiment questionnées par un certain nombre de textes religieux dans leurs pratiques religieuses quotidiennes, qui vont avoir besoin justement et revendiquer cette relecture. Donc c'est plusieurs stratégies, et la question centrale, c'est le rapport au texte religieux, donc le rapport au Coran et à la tradition prophétique. Donc il y a une première, je dirais, posture qui est, on va dire, majoritaire à l'intérieur de l'orthodoxie musulmane, qui est la posture, je dirais, réformiste traditionnelle, qui est il faut relire la jurisprudence musulmane. Il y a une nécessité d'appliquer ce qu'on appelle l'ijtihad, donc une relecture en fonction du contexte. Il y a la deuxième posture que j'appelle réformiste radicale, qui va clairement se distinguer en disant, donc elle va être plutôt issue de la première, mais en allant beaucoup plus loin, en disant c'est même pas qu'il faut relire la jurisprudence, c'est qu'il faut relire ce qu'on appelle usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de cette jurisprudence, et les réorienter selon ce qu'on appelle maqasid al-sharia, donc les objectifs supérieurs de la charia, qui seraient la justice et l'égalité. Donc c'est vraiment une réorientation totale de l'élaboration juridique à l'intérieur du cadre religieux musulman. Et la troisième posture, qui est beaucoup plus développée par des personnes qui vont beaucoup plus considérer les textes coraniques et beaucoup moins les textes prophétiques, et beaucoup plus, je dirais, les sciences sociales, l'anthropologie. Et là, il y a cette idée que l'islam est un ensemble de principes philosophiques et éthiques, et que de toute façon, on n'a pas besoin de jurisprudence, donc pourquoi la relire? L'islam, se limite à des principes philosophiques, effectivement aussi orientés par l'égalité et la justice. Donc, le féminisme islamique, dans sa remise en cause, je dirais, de la doxa féministe, en revendiquant une reconnaissance de la pluralité des modalités d'émancipation féminine, se situe dans la lignée de la critique féministe postcoloniale et du black feminism. Donc la critique féministe postcoloniale, guidée par le lien conceptuel racisme, impérialisme, colonialisme, a vigoureusement critiqué la prétention du féminisme colonial à déterminer pour les femmes du Sud les modalités de leur émancipation. La figure de proue de la critique féministe postcoloniale, beaucoup la connaissent, c'est Chandra Mohanty, qui a remis en question l'universalité supposée de la catégorie femme, comme caractérisée par une conscience commune au-delà des réalités et des conditions sociales et de culture, et de la culture. Et donc à partir de cette critique, elle va remettre en cause les modalités de lutte suggérées par les féministes occidentales, et elle va insister sur le fait que les priorités fixées par le féminisme dominant ne sont pas transposables à toutes les femmes. De la même manière, on a des féministes africaines-américaines qui vont questionner the power of sisterhood, donc la question de la sororité, et elles disent que cette question de la sororité s'arrête où le mouvement féministe lui-même est porteur de racisme, et où les conditions de vie différentes des femmes imposent des revendications différentes. Et donc, l'imbrication de l'antiracisme à l'antisexisme, c'est une posture majeure qui réunit le féminisme africain-américain, anticolonial et musulman.
Et donc à cette critique, je dirais plus politique du féminisme dominant, les féministes musulmanes introduisent une critique, je dirais, plus religieuse, qui remet en question le présupposé selon lequel toute démarche de libération et d'émancipation passerait par une mise à distance du religieux. Et donc elle revendique une militance qui prend sa source dans la spiritualité musulmane, donc qui part d'une réflexion spirituelle sur Dieu, sur ce principe de tawhid, sur ce principe d'unicité de Dieu et d'obéissance donc au Créateur et à des principes supérieurs de justice et d'égalité. Donc elle part de cette réflexion spirituelle pour élaborer donc une lutte féministe. Donc pour conclure, j'aurais 2 remarques. Aujourd'hui, donc parler d'islam, utiliser le qualificatif d'islamique ou de musulman, ça implique toujours automatiquement, évidemment, la question de la racialisation. Être musulmane ou musulman aujourd'hui, c'est bien sûr aussi être racisé. Et comme voilà, je l'ai montré tout au long de l'exposé, le féminisme islamique naît d'une critique du féminisme colonial et raciste. Mais j'aimerais quand même, sur le plan à la fois politique et analytique, proposer qu'on reconnaisse aussi la dimension proprement religieuse, c'est-à-dire quand on parle d'imbriquer donc les questions de genre, de classe et de racialisation, il me semble aussi qu'au niveau analytique, et c'est aussi ce que je fais à travers mes recherches sur le mouvement des femmes en Irak, que la variable religieuse a aussi son importance. Et donc quand on regarde, si on désislamise un petit peu la question et qu'on va par exemple vers l'Amérique latine, on se rend compte qu'il y a aussi ce phénomène de venir aux politiques par le religieux. Par donc une lutte qui serait orientée par une forme de spiritualité. Et on voit quand même qu'il y a une similitude des démarches et donc il y a des dynamiques qui seraient propres au phénomène du croire contemporain. Et je crois que la variable religieuse, elle doit être lue et elle doit occuper une partie de l'analyse. Bon, voilà, évidemment, dans le contexte de politisation de la question, on doit axer aussi donc notre analyse sur la question de la racialisation, mais à mon sens, au niveau analytique, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on pourrait dire, alors quelles sont les limites du féminisme islamique ou des féminismes islamiques? Il y a beaucoup de féministes qui considèrent que penser le féminisme à travers l'islam, c'est aussi le penser à travers un cadre normatif. C'est-à-dire limiter l'engagement féministe à ce qu'il est possible de penser à l'intérieur du cadre religieux musulman. On nous dira, oui, mais quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours un savant religieux, vous aurez toujours une orthodoxie qui viendra vous dire que ça et ça, c'est pas possible. Et que le simple fait même de poser la question de l'égalité à l'intérieur d'un cadre, c'est déjà très limité, c'est déjà... Enfin, on est dans le normatif. Ça me rappelle beaucoup une posture intellectuelle qui est assez courante, qui parle d'ailleurs souvent des impensés de l'islam. Donc, et à propos des limites du rapport au texte sacré, moi je me demande sérieusement ce qui serait fondamentalement différent entre, je sais pas moi par exemple, des orthodoxes marxistes et des orthodoxes musulmans, dans le sens où il y a aussi un rapport au texte. Il y a aussi quelquefois un intégrisme, je dirais, laïque, ou un intégrisme, je sais pas... donc il y a aussi je dirais que, à mon sens, c'est avant tout une posture intellectuelle de refus de l'essentialisme, du refus du dogmatisme. C'est ça, à mon sens, qui est fondamental. Et aussi, il y a aussi cette question de, forcément, à partir du moment où on veut que l'engagement féministe soit, s'inscrive dans la réalité, il faut que l'engagement féministe ait une prise sur cette réalité. Donc pour qu'il ait une prise sur cette réalité, il faut qu'il parle à cette réalité. Et forcément, la réalité, elle limite. Donc il y a Denis Candiotti, par exemple, qui parle de négocier avec le patriarcat. C'est ça aussi, l'engagement féministe, c'est aussi une question de négociation. Et donc, voilà, la lutte féministe, elle doit se faire avec les gens. Et j'irais jusqu'à dire qu'il me semble que dans ce contexte néocolonial, que les féminismes musulmans, dans leurs différentes expressions, peuvent avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de prise sur la réalité. Je pense aux sociétés moyen-orientales, et spécifiquement à l'exemple de l'Irak. D'une part, dans sa capacité à poser comme universelle donc sa revendication de justice sociale et d'égalité, et d'autre part, cette capacité à rendre endogène, acceptable, audible cette revendication d'égalité dans un contexte où le féminisme dominant est perçu comme un outil supplémentaire de domination néocoloniale et raciste, et où le religieux est un référent spirituel, identitaire et culturel majeur.